Bienvenue sur l'Or Acadie. Je suis fier de vous présenter ici sur l'Or Hack le premier segment de la série Mémoire acadienne, du contenu que vous avez peut-être eu la chance de visionner en première sur Acadie TV. En tout cas, je l'espère. Je remercie Acadie TV de créer un barcail pour une panoplie de créateurs de contenu acadien comme moi. Si vous êtes à jour sur mon contenu, cette compilation ici ne sera pas nécessairement du nouveau contenu, mais je tiens quand même à archiver ce contenu ici sur l'Or Acadie. Tout ce que vous allez entendre me vient du livre Legends of l'Acadie, The French Shore of Nova Scotia de Jean Leblanc. Beaucoup de gens pensent que Saint Amateur n'était qu'un personnage inventé, immortalisé par la chanson Saint Amateur. Mais il s'agissait en fait d'une personne réelle. Il est né en 1848 à Metagen et décédé en 1912 à l'âge de 64 ans. Fils d'Amateur Trahan et de Rosalie Doucette, son vrai nom était Célestin Trahan. Mais il a été surnommé Sai, et comme son père était amateur, il a devenu connu sous le nom Sai Amateur. Tant de faits alternatifs intéressants ont été crus à propos de Sai Amateur. On prétendait avoir vu Sai Amateur danser, ce qui n'est pas extraordinaire en soi, mais à mesure qu'il dansait de plus en plus vite, ses pieds se transformaient en sabots d'animaux, généralement de cochons. J'ai supposé qu'une fois qu'il arrêtait de danser, ses sabots redevenaient des pieds normaux. Il n'existait aucune trace d'un homme avec des pieds de cochon avant de consulter un médecin sur la côte française. Je ne suis pas vraiment un danseur, mais n'hésitez pas à aller voir un bal et à voir si les pieds de quelqu'un se transforment en sabots, peut-être même les vôtres. Si Amateur avait aussi la capacité de se trouver à deux endroits en même temps. C'est ce qu'on appelle à la fois la bilocation et la multilocation, où un individu apparaît à deux ou plusieurs endroits en même temps. Différents Acadiens jurent l'avoir vu à Pointe-de-l'Église et à Saint-Alphonse au même moment le même jour, et qu'il pouvait se trouver à plusieurs endroits à la fois. Pour être clair, à cette époque, peu d'Acadiens portaient des lunettes et tout le monde portait à peu près la même tenue vestimentaire, ce qui pouvait entraîner des erreurs d'identification. Les horloges et même les calendriers étaient rares dans la région, ce qui rendait difficile de savoir quand quelqu'un se trouvait à un endroit ou à un autre à n'importe quel moment. Le système d'éducation sur la côte française a été négligé pendant une longue période, étant considéré comme inutile, de sorte que de nombreux Acadiens étaient facilement déroutés par toute cette histoire de continuum espace-temps. Bien qu'il fût un cordonnier très compétent, Saint Amateur était aussi très pauvre par rapport aux autres Acadiens de la baie Sainte-Marie. Cela dit, il est difficile de savoir dans quelle mesure les cordonniers non qualifiés étaient pauvres. Pourquoi les cordonniers sont-ils toujours pauvres? Je sais que ce n'est pas facile, il faut essayer de faire du cordonnier pour voir si on peut y vivre. Quand j'étais jeune, je me souviens de l'histoire des elfes et du cordonnier, dans lequel ce cordonnier était lui aussi très pauvre. Cela pourrait expliquer pourquoi il y a si peu de cordonniers aujourd'hui. Dans de nombreuses petites régions rurales et particulièrement dans la région acadienne située au bord de la mer, une fois qu'une histoire commence, elle s'entend et s'entend jusqu'à atteindre des proportions absurdes. Les gens qui connaissaient Saint Amateur le considéraient comme un homme colérique et violent, qui buvait, jouait excessivement et fuyait l'église. Aujourd'hui, Saint Amateur serait reconnu pour avoir un ou plusieurs types de problèmes et pourrait apparaître dans une sorte d'émission de télévision. Cela étant dit, la population de la côte française vivant à la même époque que Saint Amateur semble souffrir elle-même d'un certain nombre de déficiences mentales, problèmes non traités ou peut-être aggravés par la consommation de grandes quantités de rhum ou d'autres médicaments de l'époque, comme l'eau de Pâques et le cirage à chaussures. De nombreux citoyens de la côte française, supposément sains d'esprit, pensaient que Saint Amateur était possédé par le diable ou qu'il était l'antichrist dont on avait mis en garde les gens à la fin des années 1700. Certains habitants prétendaient également qu'il pouvait se transformer en ours. En 1937, Tolkien a introduit le personnage de Beorn, un homme qui pouvait prendre la forme d'un ours noir. Est-il possible que Tolkien ait été témoin de cette transformation ou en ait entendu parler? Dans tous les cas, ne tentez pas de changer de peau chez vous, surtout pendant la saison de la chasse à l'ours. D'autres citoyens distingués de la côte française ont juré l'avoir vu prendre un morceau d'écorce de bouleau, se tenir debout dessus et voler dans les airs jusqu'à Boston. Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucun rapport dans les journaux de Boston sur l'époque où un homme serait arrivé en ville sur un morceau d'écorce de bouleau. Donc cette histoire pourrait ne pas être vraie à 100%. Mais juste parce que je ne l'ai jamais vu et qu'il n'a aucune trace de ce qui s'est réellement passé,
Cela ne veut pas dire que cela n'ait jamais eu lieu. De nombreuses légendes sont basées sur la vérité. Les gens se moquent souvent des anciens qui parlent du mystérieux Margot Man ou de l'invraisemblance de l'Antichrist, comme des histoires que de Russes ruraux, illettrés et superstitieux incultes auraient inventées dans les anciens temps. Cependant, un de mes professeurs du lycée m'a raconté une légende qu'il avait entendue quand il était jeune. Cela s'est passé dans les années 1950, une époque de films d'horreur hollywoodiens étranges, de guerre froide et de tests de bombes atomiques qui ont craché de la radioactivité dans le monde entier. Ce professeur racontait une légende transmise par les Mi'kmaq, aux Acadiens qui s'étaient installés sur la côte française. Il s'agissait d'un esprit maléfique qui hantait les eaux situées sous les chutes de Saint-Ballonny. Les Mi'kmaq racontèrent aux Acadiens qu'un jeune brave avait tenté de traverser les chutes à la nage, le dernier défi qu'un brave devait accomplir avant de devenir un véritable guerrier. Le plus jeune des fils du chef, il s'était noyé, et son corps n'avait jamais été retrouvé. On pensait que son esprit avait été capturé par des démons maléfiques vivant dans les eaux tourbillonnantes sous les chutes. Ils tentèrent désormais de capturer et de noyer quiconque tentèrent de traverser la rivière sous les chutes pour venger sa mort. Au fil des années, certaines personnes ont rapporté avoir vu ce qui ressemblait à un jeune garçon se débattant dans l'eau, mais lorsqu'elles ont regardé à nouveau, elles n'ont vu que des eaux tourbillonnantes. Avec la construction du pont original de Saint-Ballonny, de nombreuses personnes se sont arrêtées pour prendre des photos des chutes et de la rivière qui s'écrasait en contrebas. Beaucoup imaginent qu'elles étaient aux chutes du Niagara, car quelles étaient vraiment les chances de voir un jour les vraies chutes? Les chutes Saint-Ballonny sont devenues un lieu populaire pour prendre des photos de mariage. Malgré l'énorme quantité de photos prises là-bas, très peu d'esprits maléfiques ont été photographiés, et si quelqu'un l'était, on supposait simplement qu'il ou elle faisait partie du cortège nuptial. Parfois, quelqu'un disait avoir vu un visage en colère le regarder, mais on se moquait de lui et on pensait que c'était de la mousse soulevée par l'eau ou qu'il était assez ivre. En tout cas, le 13 août 1955, deux couples d'adolescents sont partis en voiture dans Clare. Ce n'était pas un rendez-vous car l'une des filles venait de rompre avec son petit ami, et même si elle pensait que le gars sur la banquette arrière avec elle était mignon, il avait en quelque sorte une petite amie maintenant, et c'était compliqué. Les garçons étaient des garçons, et ils parlaient de films d'horreur à suspense qu'ils avaient vus à Weymouth en faisant rouler des bouteilles vides sur le toit de la voiture pour effrayer les filles et les faire s'asseoir plus près d'eux. L'un des garçons a mentionné qu'il avait une maison hantée dans l'allée des cochons. Et malgré le fait que les filles disaient qu'elles ne voulaient pas y aller, alors qu'en fait elles voulaient, elles sont parties sur la route d'Entremont. C'était une nuit calme de fin d'été et ils se garèrent un peu sur le côté de la route, à côté du pont. Ils écoutaient le rugissement de l'eau qui s'écrasait sur les rochers dans l'obscurité. Quand soudain, le son le plus étrange qu'ils avaient jamais entendu retentit dans la nuit. Avec des yeux de la taille d'une poêle à frire, ils demandèrent tous « Qu'est-ce que c'était ça ?» Rappelez-vous que c'était les années 50 et que les gens n'avaient pas encore le droit de jurer dans les livres ou dans les films. Les deux filles étaient hystériques à ce stade, et les garçons étaient déstabilisés par cela. Un épais brouillard s'éleva de la rivière, couvrant le pont et enveloppa la voiture. Le conducteur a démarré la voiture, et dans les phares, les passagers ont clairement vu un visage menaçant se former dans le brouillard juste devant eux. En quelques secondes, une pluie torrentielle s'est mise à tomber et de fortes rafales de vent ont commencé à secouer la voiture. À ce moment-là, tous les passagers de la voiture hurlaient, paniquaient ou les deux. Au-dessus du rugissement du vent, de force ouragan, la pluie battait fort et les passagers hurlaient. On entendait quelque chose claquer contre le toit et les côtés de la voiture. On aurait dit qu'une rivière de pierre s'abattait sur la voiture et tout le monde pensait que les vitres allaient s'éclater. Puis, aussi vite que la tempête était arrivée, tout est redevenu calme, jusqu'à ce qu'un cri étrange et surnaturel se fasse entendre au fond de la gorge. Ils sont partis aussi vite qu'ils pouvaient, tellement effrayés que la prochaine chose dont tout le monde se souvient est qu'ils redescendaient le chemin du roi en direction de Matagan. Personne ne se souvenait du trajet du pont à la route principale.
Les premières familles acadiennes venues s'installer sur la côte française de Clore avaient été déracinées pendant 13 ans en raison de la déportation. Essayer de commencer une nouvelle vie sur un terrain rocailleux et infesté d'arbres après cette période a dû être incroyablement stressant. Un peu comme ce que les gens doivent endurer aujourd'hui avec les problèmes du premier monde lorsque Facebook ne fonctionne pas ou que Dieu nous en préserve, leur téléphone portable n'a pas de réception. Dans les années 1760, de nombreux Acadiens furent influencés par une paranoïa apocalyptique qui se répandit en Nouvelle-Angleterre et dans les Maritimes. Les prédicateurs révivalistes allaient et venaient, mettant en garde contre l'influence de Satan. Bien que plus tard, la présence permanente de prêtres fut utilisée pour effrayer les Acadiens nouvellement installés, par le pouvoir des saints et l'amour de Jésus, à cette époque ces ressources n'existaient pas. Dans ce vide, les Acadiens embellissaient parfois des histoires qu'ils avaient entendues sur des choses qui leur étaient arrivées ou qui étaient arrivées à un gars que leurs amis connaissaient. On disait que les bois étaient hantés. Il y en aurait des phénomènes étranges, des bruits bizarres dans le noir qui ne pouvaient provenir d'aucun homme ni d'aucune bête. Un adolescent, une source d'information fiable s'il y en est, se promenait dans le bois lorsqu'il s'est soudain retrouvé entouré d'un cercle de feu et aurait vu des milliers de démons et d'âmes torturées hurler de douleur. Comme à notre époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles la fin du monde était proche et que le diable allait bientôt venir entraîner les âmes en enfer. À l'époque, comme aujourd'hui, les gens croyaient aux rumeurs les plus incroyables, même si dans les années 1760, ils avaient au moins l'excuse de leur manque d'éducation. Pour échapper à l'arrivée de l'Antichrist, certains Acadiens décidèrent de se déplacer plus à l'intérieur des terres et s'établir dans ce qui est aujourd'hui Corbery. Je suppose qu'ils pensaient que les Antichrists viendraient les chercher en bateau. La rumeur dit que Corbery doit son nom au grand nombre de corbeaux qui semblaient se moquer des gens qui ont bouleversé leur vie pour échapper à un Antichrist invisible. Si vous allez à Corbery, n'oubliez pas d'écouter les rires des corbeaux quand ils entendent. Je n'ai pas pu trouver de preuves concrètes que les Antichrists soient jamais venus à Clore et aient emmené des gens en enfer. Cela ne veut pas dire que cela n'est pas arrivé. Je suis sûr que les familles auraient essayé de garder cela secret. Vous n'allez pas dire à votre voisin « Ouais, le petit Johnny a été traîné en enfer la nuit dernière. Je lui ai dit de se redresser et de voler droit devant. Mais est-ce qu'il m'écouterait? Non. » Les mères acadiennes ont peut-être contribué à la légende de l'Antichrist en disant à leurs jeunes enfants de ne pas aller dans les bois parce que l'Antichrist les y attendait. La construction d'églises a non seulement réduit la taille de la forêt dans laquelle les Antichrists pouvaient se cacher, mais les prières et d'autres cérémonies religieuses ont probablement chassé les Antichrists de la psyché des gens. Ou peut-être ont-ils finalement réalisé que tout cela était inventé. De nombreuses régions du monde abritent des créatures étranges et mystérieuses comme le Yeti, le Sasquatch, le monstre du Loch Ness, l'abominable homme des neiges, l'Ogopogo et le Bigfoot. Il n'y a aucune raison pour qu'un lieu mythologique comme Clore situé sur la côte française n'en ait pas un également. Heureusement, il y en existe un prêt à être commercialisé auprès des visiteurs de la région, le Margauman. On sait très peu de choses sur le début de la légende du Margauman, et ce que l'on savait s'est perdu au fil du temps au cours des siècles passés. Nous avons la chance que certains anciens Acadiens se souviennent des bribes de la légende pour les transmettre à la génération suivante. Même à l'époque moderne, de nombreux habitants de Clore et de la côte française ont visité Margaux et ont vu des empreintes de pas mystérieuses qui ne semblaient pas avoir été faites par une créature ou un humain connu. C'est très très mystérieux. Nous savons qu'à une certaine époque, Margaux était animé avec de nombreux camps et l'infrastructure de soutien nécessaire au fonctionnement d'un camp de bûcherons au milieu des années 1850. Il y avait des camps où les hommes pouvaient dormir la nuit et faire la fête le week-end, des granges, une cuisine, une forge et bien sûr la scierie exploitée par Pat Avital. Margaux était l'une des principales sources d'approvisionnement en bois utilisé pour construire des navires en bois et en bois exporté de Belliveau Cove par des navires construits le long du littoral.
Les hommes de Margaux étaient connus pour être des artisans qualifiés et travailleurs qui avaient la capacité de consommer de grandes quantités de nourriture, de rhum et d'autres boissons apportées dans la région par le même commerce qui exploitait le bois de construction de Belliveau Cove. Les historiens de l'époque rapportent des monticules de bouteilles trouvées près des camps, des granges, à côté de la route et sur les rives de la rivière qui traverse Margaux. De nombreuses bouteilles de rhum vides ont depuis disparu, flottant au gré des puissants crues printanières de la rivière Margaux. Certains disent que c'est ainsi que la légende de Margauman a commencé. Les gens racontaient avoir vu une créature mystérieuse marchant sur deux jambes de manière instable ou parfois rampant lentement sur le sol. Incapable de déterminer de quoi il s'agissait ou de qui il s'agissait, ils l'ont appelé Margauman. Selon eux, Margauman cherchait des bouteilles de rhum et de bière vides une fois que les fêtards s'étaient évanouis à la recherche d'une gorgée ici et là. Plusieurs bûcherons travaillant dans les camps de Margaux affirment avoir vu Margauman avec son visage contre les fenêtres du camp ou regardant à travers une porte entr'ouverte, cherchant apparemment s'il y avait encore des bouteilles d'alcool à trouver. Les yeux brouillés et souvent souffrant d'un mal de tête lancinant, cela surprenait l'habitant de la cabane qui se déchaînait avec un flot de jurons qui rendait l'air bleu. Alternativement, un cri strident pouvait être entendu de Margauman qui trébuchait dans la forêt avant que les habitants du camp ne puissent être réveillés et qu'une équipe de recherche ne soit organisée. Les habitants de Margaux ont également transmis leur nom légendaire, de sorte qu'aujourd'hui, nous connaissons les hommes qui ont probablement rencontré l'homme de Margaux. Des hommes comme Orgule, Télesphore, Johnny Agevide à l'homme, Tout Petit Henri, Dion, à Polycarpe à Marcatang. À la fin de son adolescence, Gatien Thibault avait été ce qu'on appelait un cas spécial. En tant que jeune homme, il était ce qu'on pourrait gentiment appeler un faiseur de troubles. Il en arriva au point où le père Cigogne, chargé de s'occuper de lui, admit sa défaite et obtient pour Gatien un morceau de terre dans la deuxième concession récemment promise sur les côtes françaises, sur ce qui serait plus tard connu sous le nom de Thibault Road. Gatien fut gentiment encouragé à quitter la maison de Cigogne et on lui dit de commencer une nouvelle vie là-bas. Gatien était peut-être un faiseur de troubles, mais il n'était pas paresseux. Il se mit au travail pour créer une propriété. Un jour, après une dure journée passée à défricher des arbres et débroussailler le terrain à une courte distance de sa petite maison, Gatien se trouva soudainement face à face avec un gros ours noir. Ils se firent face sans oser se quitter des yeux, jusqu'à ce que, dans ce qui sembla une éternité à Gatien, l'ours vienne rugir par lui. Gatien saisit son couteau et se jeta sur l'ours. « Attendez une minute. J'ai déjà entendu cette histoire. Pourquoi les Américains disent-ils que la même chose est arrivée à Daniel Boone alors qu'il portait son chapeau en peau de raton laveur? Il a été attaqué par un ours et l'a tué avec son couteau. Pourquoi je commence à penser que Gatien a peut-être raconté une histoire à dormir debout? Il a probablement trouvé un ours mort de cause naturelle et a ensuite imaginé cette histoire farfelue pour impressionner les filles. Cela a dû fonctionner parce qu'il avait des enfants et qu'il en avait eu encore d'autres, et ainsi de suite. C'est ainsi que Gatien est devenu mon arrière grand-père, Marie-Rose, Naomi, étant ma grand-mère. L'eau de Pâques ne peut être trouvée qu'une fois par an, à l'aube du lundi de Pâques. D'après ce que j'ai compris, vous vous levez quand il fait encore sombre, vous allez où il y a de l'eau courante fraîche, pas un fossé de la route, mais un petit ruisseau ou une rivière qui coule à travers les bois. Apportez un seau propre ou une sorte de récipient pour transporter l'eau. Vous pourriez même envisager d'apporter un lapin en chocolat et vider l'eau dans son creux si vous célébrez Pâques un peu plus tôt. C'est une bonne idée de vérifier où vous allez la veille pour avoir une bonne idée du terrain. Le sol sera probablement glissant à cause de la rosée du matin et nous ne voulons pas tomber dans l'eau courante. Cela arrive plus souvent que vous le pensez, surtout pour ceux qui ont profité d'une excursion en canot pendant le week-end. Lorsque vous vous accroupiez pour puiser de l'eau, faites attention aux porcs-épics, aux ratons laveurs et aux autres animaux sauvages. Il est peu probable qu'ils vous blessent, mais ils pourraient vous surprendre et vous voilà avec la glissade et la chute dans l'eau. Selon la légende, l'eau de Pâques possède des propriétés médicinales particulières. Tout comme la marijuana médicale de nos jours, on peut guérir une variété de maladies. On prétend qu'elle peut guérir les flatulences, les renflements, la litose, la fièvre, la nostalgie, les horreurs, les flux, la décrépitude, la scrofule, la constipation et les engelures.
J'ai également entendu dire que certaines personnes trempaient des branches d'épinette dans l'eau de Pâques, affirmant que boire un peu de liquide tous les jours vous empêcherait d'attraper un rhume. L'eau de Pâques a également l'avantage de ne pas créer de dépendance, ni d'être détectable lors d'un test de dépistage de drogue. Le long des côtes de la baie Sainte-Marie, il existe plusieurs endroits où divers mollusques, tels que les moules et les palourdes, y prospèrent et se multiplient. À un moment donné, les palourdes étaient si abondantes qu'il suffisait de gratter la surface du sable pour qu'elle soit plate et là. Une palourde dans toute sa splendeur, enfin aussi glorieuse qu'une palourde puisse l'être. Et grande, pourquoi une palourde était-elle si grosse qu'elle remplissait le seau à elle seule et qu'elle pouvait faire un repas entier pour une famille? Avec le temps, les palourdes sont devenues moins faciles à attraper, de sorte que les habitants ont commencé à utiliser des fourches pour les extraire du sable. Et après que les plus grosses palourdes aient été toutes attrapées, seules les petites sont restées, jusqu'au jour où Petouche avait été envoyé par sa femme pour aller pêcher les palourdes, car il n'y avait rien à manger à la maison. Il avait pris sa fourche et son seau et marchait lentement jusqu'au Major's Point. Il n'était pas pressé d'y arriver et pas pressé de rentrer à la maison, avec ses 11 enfants sous ses pieds. Il y avait pas mal d'autres personnes là-bas, car la pleine lune faisait que les marées étaient plus basses que d'habitude. Il n'était pas très doué pour ramasser les palourdes, mais il commençait à parcourir les bancs de sable à la recherche d'un petit trou que la palourde pourrait utiliser pour respirer lorsqu'elle était enfouie dans le sable. Les pêcheurs de palourdes comme Petouche et moi-même avons vu des trous partout sur les bancs de palourdes. Cependant, ce ne sont pas tous des bancs de palourdes, mais juste des trous que je suppose que les dieux de la mer ont placés là pour rendre la recherche de palourdes plus difficile. Si j'ai de la chance, lorsque je marche près d'un banc de palourdes, un peu d'eau jaillira. Petouche avait atteint une partie du banc de sable qui n'avait jamais été découvert par la marée. Mais aujourd'hui, c'était le cas. En faisant quelques pas, il a vu un trou. Il semblait trop grand pour être un banc de palourdes, mais lorsqu'il s'est penché pour l'examiner, il a été frappé par un jet d'eau de mer jaillissant du trou. Son chapeau s'envola de sa tête, son seau vola vers la gauche, sa fourche vers la droite, et il atterrit sur son cul, sur le sable mouillé. Les quelques personnes autour de lui n'avaient pas vu l'eau jaillir du trou. Alors ils se moquèrent de lui et lui demandèrent s'il avait uriné dans son pantalon, quand ils remarquèrent le pantalon mouillé. À l'aide de sa fourche, Petouche commença à ramasser le sable et découvrir bientôt une coquille noire et brillante. Il alla la soulever et la mettre dans son seau, mais sa main ne parvint pas à trouver le bord de la coquille. Il devait faire plus qu'un pied de large, et il enleva encore du sable. Bientôt un trou de 2 pieds de large s'était ouvert, mais la coquille continuait toujours. Ça devait être un rocher, pensa Petouche, mais un rocher ne crachait pas d'eau, donc ça devait être quelque chose d'autre. Il saisit à nouveau l'objet mystérieux, creusant jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le bord et découvre une énorme coquille de palourde noire et brillante, de 5 pieds de large, 3 pieds de profondeur et 2 pieds de haut. Ce n'est peut-être pas réel, pensa-t-il, mais elle était là, juste devant lui. Il la poussa hors du trou sur le sable plat. Pourquoi doit-elle peser plus que 200 livres, ou autant que 200 homards d'une livre, pensa-t-il. Il cria aux autres pêcheurs de palourdes de venir l'aider, mais ils s'étaient éloignés et étaient trop loin pour l'entendre. Petouche comprit bientôt pourquoi. La marée montait, le brouillard s'installait, et avant qu'il ait eu la chance de dire le Notre Père, l'eau était déjà à ses chevilles, où il se tenait. Il commença à pousser la palourde vers le rivage, mais il n'avait pas parcouru plus de 6 pieds que l'océan lui arrivait presque aux genoux. En se baissant pour lui donner une nouvelle poussée vers le rivage, la coquille de palourde s'ouvrit et sa langue humide se tendit et frappa Petouche au visage, le faisant tomber dans la marée montante. Abasourdi, avant qu'il puisse se relever, la palourde s'était à moitié enfoncée dans le sable. Il l'attrapa, mais c'était sans espoir. Il ne parvenait pas à s'agripper à la coquille lisse et glissante. Il faisait plus sombre et l'eau montait vite. Laissant la palourde derrière lui, Petouche regagna le rivage, promettant qu'un jour il reviendrait. En tout cas, c'est ce qu'il raconta à sa femme quand il rentra chez lui, après la tombée de la nuit, trempé jusqu'aux os, sans son seau, sa fourche, ni rien pour le dîner, puant le rhum.
Si vous avez des histoires vécues, des anecdotes à partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez m'entendre parler d'eux sur Lore Acadie, n'hésitez surtout pas à me rejoindre personnellement par message privé sur Facebook, Instagram, TikTok ou par email. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et en me l'envoyant par email. Votre implication est le backbone et la fondation de Lore Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de Savèche les vendredis, et gardez l'œil ouvert pour mes futures apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis garous.